La nouvelle vanne présente. Là, il répond une phrase incroyable, il dit « Moi raciste !» Yacine Bellatar. J'habite à 200 mètres d'une mosquée. Oh. Nouvelle date de son spectacle En Marche. Et là, le temps s'arrête en France. Samedi 9 décembre à 21h30. Là, je lui dis, moi, j'habite à 30 mètres du Moulin Rouge, je fais pas de French Coq, on ferme ta gueule. Au Théâtre République à Paris. En fait, on les connaît pas, nos enfants. Toute la journée, là, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Avec en première partie... Toi, moins eux, moins tous les Africains. DJ Chelou. Yacine Bellatar. J'ai jamais été aussi bien dans le showbiz qu'en étant à côté. Samedi 9 décembre au Théâtre République à Paris. Alors voilà, je suis en marche. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bravo. Bienvenue mesdames et messieurs, 30 Glorieuses, un podcast formidable. En pleine mutation car nous allons bientôt devenir une radio hertzienne du nom de Jam. Merci pour vos dons, l'extrême droite a essayé de faire mal hier. Ils ont réussi quelques heures puisque la cagnotte a été suspendue pour vérification pour voir si elle était en partie financée par MBS. Il n'en est rien, ce sont des Français pauvres qui nous rémunèrent. Ouais. Merci les pauvres. Nous sommes quasiment à 15 000 €, c'est pas mal du tout, ça nous permet de payer au moins la moitié de l'équipe du podcast. Pour m'accompagner, quelqu'un de formidable. Nous savons d'ores et déjà que son argent ne va pas dans ses fringues. Thomas Barbazan. Bonjour. Merci Yacine. Et effectivement, c'est vérifié, Yacine ne travaille pas pour Daesh, en tout cas plus maintenant. Yacine Bellatar, mesdames et messieurs. Bienvenue en tout cas, beaucoup de choses à entendre, beaucoup de choses à dire comme d'habitude tous les jours. On est, on est spectateur de notre contenu. Hier, une mère de famille française est venue et nous a dit qu'elle avait 8 enfants. Ça nous a bien fait rire avec la vanne du siècle. Et néanmoins, nous avons aujourd'hui des intervenants qui vont nous faire réagir. Est-ce qu'on fera mieux que 8 enfants aujourd'hui? C'est la question. Je sais pas. Comme dirait Gérard Larcher, ferme ta gueule. Allez, c'est parti. Les 30 Glorieuses. Ouais. Il a dit... Ferme ta gueule, Gérard Larcher. À Mélenchon, il a dit ça. À Mélenchon, il a dit ça. Pas directement, pas devant lui, sinon il serait parti en bagarre de yeuve. Inch'Allah, ça finit en MMA. Ah oui, comme la bagarre de yeuve dans la rue, là, tu te rappelles, quand il tombe là, quand ils se mettent des droites. Vous avez vu cette vidéo, bien sûr. Mais à quel moment on a perdu le contrôle de ce pays? Non mais Thomas... Alors après, ils ont fait une émission sur RMC, là, les grandes gueules de merde, là. Ouais. Et il y en a un qui a dit, si Mélenchon, il a pas bien compris, ferme ta gueule. Non, si l'imam Mélenchon... Ouais. Le premier n'avait imam pas de compris, France. je le dis en arabe. Voilà. Stéphane Manigold, restaurateur facho, qui fait que des plats pour les racistes. Qu'est-ce qu'on fait là? Que du porc. Moi je suis en sursis, donc je peux rien faire. Non, il a dit. Mais qu'est-ce qu'on fait à Manigold si on le voit dans la rue? Pourquoi déjà tu l'appelles l'imam Mélenchon? Même ça, t'as réussi à l'islamiser. Alors que nous là, on n'était pas dans l'embrouille, les musulmans. On voyait des blancs s'insulter en disant oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a réussi à islamiser l'info et à l'arabiser en disant voilà, devant une autre bande de fachos. Surtout, laissez-nous les sketchs là. C'est quoi tous ces polémistes qui prennent on en a écrit des sketchs, Thomas. Mais de là à se dire qu'un jour, le deuxième personnage le plus puissant de la France. Mélenchon? Non. Ah ouais, non, pas du tout. Larcher. Ouais. Dis ferme ta gueule. En plus, je vous ai déjà dit, faites pas d'interview le matin. Ouais, t'as vu, ça se voyait, il n'était pas réveillé. Le matin, faut pas. Ça se trouve, il était à jeun, c'est pour ça qu'il était énervé. Putain, toute personne qui rentre dans ce podcast est surveillée de près. C'est vrai que je suis extrêmement menacé de mort. Là, c'est la prohibition, Alexis. Lui, on le connaît, lui. Ici, là, venir assister à mon podcast, c'est le début de la résistance. C'est ça qui devait ressentir Jean Moulin et les autres quand on leur donnait une réhue dans la forêt. Ouais, calme-toi. Pardon, je suis pas. Moi, je suis Jean Moulin. Oui, voilà. Et juste, je te dis, Gérard Larcher. Tu vas pas faire dérailler des trains, toi, non? Ah non. T'as pas le projet. Bah, de toute manière. Vu l'état des trains, t'as même pas besoin de les faire dérailler. Hein. Ils arrivent en retard. Bon, Thomas, je sais pas ce qui va se passer demain. Si mercredi, on est à ferme ta gueule. Vendredi, ça va baiser des mères. Je te le dis, moi. Quand tu vas voir. Non, mais Thomas. Et en plus, vous vous souvenez dans le podcast, vendredi, tout est permis. On avait parlé de ce potentiel qu'un jour des Kaira arrivent à l'Assemblée nationale, alors que là, je m'attendais pas du tout que ça vienne du Sénat. Pour moi, le Sénat, c'est une maison de retraite de droite. Ouais. Tu vois. Et là, putain, mon frère. Putain, Thomas, viens, on quitte la France, je te le dis. Bon, ça va, je me sens bien, moi, avec tous ces barjots, là. Thomas, toi aussi. Ça va être très marrant. Moi, franchement, j'aime bien leur programme, aux fachos. Franchement, l'extrême droite... Alors, ça vient de tomber, Éric Zemmour a créé une milice.
au nom de Reconquête. Donc il a levé une boîte de sécurité, ça s'appelle une milice. Donc voilà, soi-disant pour faire de la sécurité dans les quartiers. D'accord. Donc voilà. Bon Alors on attend le round 1 qui devrait avoir lieu du côté de Romans-sur-Isère. Mais quel quartier? Où visiblement, Romans-sur-Isère, il me rappelle le film 300. Ouais. C'est vrai, j'ai bon, ça, ils ont des boucliers, des épées, et ils attendent. Sauf que voilà. Léonidas, là-bas, c'est juste un chocolatier. C'est pas... Mohamedas. Mohamedas. Non, je suis atterré évidemment par ce qui se passe. L'affaire de Romans-sur-Isère ne dégonfle pas au vu des propos mensongers qui ont été ramenés par une grosse partie de la presse française, qui, je le rappelle, n'a toujours pas présenté ses excuses. Non. Voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque ce matin. Pascal Pro a dit ensuite, qu'il voulait le soutien de l'Arcom. Je suis très heureux d'avoir découvert que le journal Le Monde, d'une certaine manière, racontait les faits, rien que les faits. Et malheureusement, ce ferme ta gueule de l'Archer a totalement fait oublier l'actu de Romans-sur-Isère. Oui. Donc non, nous on va en parler. On remet le sujet. Tu vois, comme au poker, je relance. Tu relances de 3. Voilà, de 4 embrouilles. Mmh. Parce que il y a des familles qui sont vexées. Il y a des gens qui sont traumatisés à Romans-sur-Isère. Il y a des gens qui ont déménagé. Et c'était pas du tout du côté de là où de là où avait prévu la presse. Voilà, je vais y arriver. Je sais pas si c'était français, Non, mais c'est pas il remettra dans l'ordre. C'est pas du tout au du montage. côté duquel elle avait prévu la presse. Voilà. Donc on va y arriver. Et j'avais rendez-vous avec quelqu'un. J'ai décidé de l'inviter parce que je dois le voir après. Est-ce que tu peux donner le micro à ce monsieur avec les lunettes derrière? Voilà, pas celui-là, le deuxième. Lui, il a fait des études. Ça Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour. Je m'appelle Salim, bonjour à tous. Salim. D'où tu viens? Romans-sur-Isère. Salim, si on était des journalistes méticuleux, on serait venu à toi. Mais vu qu'on est feignant, c'est Romans-sur-Isère qui vient à nous. Ouais, c'est vrai. Salim, tu as une vie des plus normales. Tu as grandi là-bas. J'ai grandi à Romans-sur-Isère. Ouais. Mais il a une barbe, c'est pour ça. Et j'ai Juste au-dessus de ta barbe. Vas-y. À Romans-sur-Isère, et j'ai même grandi dans le quartier de la Monnaie. J'ai fait toute mon adolescence et on a quitté le quartier de la Monnaie pour aller dans un lotissement un peu plus loin à l'âge de 18 ans. C'est un grand quartier, la Monnaie. C'est combien d'habitants? Alors, le chiffre qui est annoncé, c'est 4500. Je pense que ça fait un peu beaucoup, 4500. Au grand moment, on devait être effectivement 4500, mais une grande partie des bars ont été démolis. Et aujourd'hui, je pense qu'on est moins que 4500. Salim, ton témoignage est déterminant pour moi. Déjà, j'aimerais remercier les gens qui nous ont mis en contact, Mehdi et notamment ton frère que je salue par la même occasion, qui s'appelle, pardon, excuse-moi. Mounir. Mounir, voilà. Je suis très content de te voir. J'aurais dû te le dire autour d'un café, mais je te le dis en public. Parce que depuis maintenant 4 semaines, depuis cet événement tragique avec la mort de Thomas, on a peu donné la parole à ce côté-là de la vérité, c'est-à-dire un Français d'origine algérienne, grandi à la Monnaie, qui va tout simplement nous raconter ce quartier que tout le monde fantasme et qui m'a l'air... parce que c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé ça avant de venir au podcast, c'est que tu travailles, tu as réussi dans la vie, on peut le dire. Tu travailles dans quoi? Dans une entreprise? Je suis directeur des achats chez un équipementier automobile. D'accord, donc totalement à rebours de ce que dit la presse, c'est-à-dire que tu as une belle enfance, tu as été heureux au quartier de la Monnaie. J'ai été très heureux et je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc on est la grande majorité des habitants de la Monnaie ou des anciens habitants de la Monnaie sont des gens qui sont complètement intégrés dans la société française aujourd'hui et qui créent de la richesse pour la société française. Tu ne te balades pas avec un couteau, tu nous confirmes? Non. D'accord. Dans ma cuisine, de temps en temps, quand ma femme m'impose à... Attention. Alors là, alerte info, il a un couteau dans sa cuisine. Salim déclare, j'ai de temps en temps un couteau. Il couperait le reste. Bah, écoute, Effectivement, Salim, on a CNews qui ont fait de ce genre de bandeau, effectivement. Oui. Tu vas nous parler, nous on est enfin moi je suis un mec de banlieue parisienne, et ce que j'ai découvert à travers l'histoire de Romans-sur-Isère, c'est la banlieue de province, cette espèce de banlieue dans la campagne, donc j'allais dire la banlieue de la banlieue de la banlieue. Comment c'est une enfance à Romans-sur-Isère? Tu disais tout à l'heure il y avait 4500 habitants par moment. Quel type de population? Originaire d'un peu partout, comme toutes les cités? Alors chez nous, dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, c'est principalement des gens qui sont d'origine maghrébine. On a une petite population turque, mais très très peu de Sénégalais. Donc c'est principalement maghrébine et turque. Et c'était pour quelle industrie que ces gens-là s'étaient installés? Alors, donc dans la région de Romans-sur-Isère, historiquement, c'est l'industrie de la chaussure, mais qui a décliné fortement.
Et donc dans la Drôme, c'est beaucoup l'agriculture, donc les abricots, les pêches, etc. Comment ça décline l'industrie de la chaussure? Il y a toujours des yep. La mondialisation. Hein. Ah oui. C'est-à-dire, je pense ça a dû partir en Chine ou ailleurs. On s'habille tous en Nike malheureusement maintenant. Oui. Juste pour continuer, t'es père de famille, pas du tout, Salim? Absolument. Combien d'enfants? Heureux papa de 3 enfants. D'accord. De quel âge à peu près que 8, 6 et une petite princesse de 3 ans. D'accord. Pour faire le parallèle avec malheureusement l'actualité, on est tous tristes de la mort de Thomas parce qu'on le rappelle assez rarement, mais c'est un enfant. Donc quoi qu'il en soit, même s'il était plus âgé, on aurait été affecté, mais là c'est vraiment 16 ans, ça nous affecte. Et j'ai mis longtemps à comprendre le logiciel de Romans sur Isère, parce que j'ai dû parler avec des protagonistes comme Mehdi, qui est un acteur associatif. Comment tu vis tout ça depuis un mois, toi? Alors déjà, dans un premier temps, nous, on considère Thomas comme l'un des nôtres. On est drômois. C'est pas tout à fait le même modèle parisien. On vit ensemble. On est complètement entremêlés. Effectivement, on dort dans des endroits différents, mais on a les mêmes activités sportives, on va au même lycée, on côtoie les mêmes magasins, on a les mêmes petites copines. Donc on vit vraiment ensemble. Donc quand Thomas décède, on est triste parce que c'est l'un des nôtres. Et c'est l'un des nôtres parce qu'il allait dans le même club de rugby que moi quand j'étais plus petit. Donc déjà, on vit l'actualité, on est triste que cela se passe chez nous. Ce que tu viens de dire est très émouvant. Je vais essayer de ne pas craquer. Parce que voir un rebeu de Romans sur Isère dire que c'est l'un des nôtres, je me rends compte, que la presse vous a même pas laissé faire un deuil commun. C'est-à-dire, on vous a mis face à face. Et je mesure à travers tes propos que j'ai pas entendu depuis un mois ce que tu viens de dire, c'est-à-dire juste des gens qui sont autant affectés que tous les autres habitants de la Drôme, quoi. Absolument. Nous, on voit pas la différence entre Thomas ou nous, à part l'endroit où on crèche le soir, c'est tout. Et justement, le rugby, dans cette affaire, dans ce fait divers, joue un rôle capital. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, les gens se connectaient à travers ce club de rugby. Et qu'en fait, pardon de dire ça, mais la troisième mi-temps, la fameuse troisième mi-temps du rugby, qui n'existe pas dans le foot, il y a des bagarres, quoi. Enfin, des fois, c'est ce que j'ai cru comprendre. On m'a expliqué, concernant les balles du côté de chez vous, que souvent, ça pouvait se terminer en bagarre, quoi. Je vais peut-être aller un peu trop loin, mais une bonne soirée se termine par une bonne bagarre chez nous. Non, mais... C'est classique. Et ça a toujours existé. Depuis toujours, même dans mon enfance, ça se terminait comme ça. Et avant que nous, on soit là, on aurait appelé ça les loupards de Renault ou autre. Donc on a les petits gars du quartier, et puis ça se termine en bagarre. Il y a un peu de testostérone, un peu d'adolescence, et puis c'est complètement habituel. Et pour pas dire, si je puis me permettre, culturel, mais dans le sens Ovalie. C'est le monde du rugby, quoi. Oui, après, il y a le clash entre les jeunes du quartier avec les jeunes rugbyman. Après, il y a les hybrides qui sont du quartier et rugbyman. Mais ouais, ça fait partie de la culture, quelque part. Oui. La tragédie de Thomas, elle nous touche tous, parce que malheureusement, je trouve ça déplorable qu'on utilise autant son nom alors qu'il n'est plus là. Et je trouve que la famille est assez digne, puisqu'elle a demandé à plusieurs reprises de ne pas politiser cette affaire. J'aimerais maintenant, puisque tu es là, qu'on parle des conséquences médiatiques, parce qu'elles ne sont que médiatiques, et ici on parle souvent de la crise médiatique. Quand la mort de Thomas intervient, est-ce que toi tu sens, en étant un ancien habitant de la Monnaie, qui est encore lié au quartier et compagnie, que ça va vriller de cette manière-là et qu'on va stigmatiser le quartier? Alors quand on l'a appris, nous, moi j'étais justement à Romans-sur-Isère, et puis j'ai appris ça parce qu'on faisait une petite fête entre amis, et on m'a dit, tiens, hier il y a eu une soirée, et malheureusement il y a eu un mort. Alors là on était tous... attristés et étonnés, parce qu'il y a toujours des bagarres, mais il n'y a jamais de mort. Donc on était très étonnés. On ne pensait pas que ça allait prendre cette proportion, absolument pas. On pensait que... médiatique, hein. Ah oui, on ne pensait absolument pas que ça allait prendre cette proportion médiatique. On n'a pas du tout compris l'emballement, et on n'a pas du tout compris la mise en place de ce fantasme complètement faux. L'histoire du racisme anti-blanc... etc., etc. Donc il y a un fantasme qui a déboulé sur nous, mais qui est complètement erroné. Donc c'est mensonge sur mensonge qu'on ne comprend pas, et c'est pas le quartier qu'on connaît, et c'est pas la vie qu'on vit en fait. Hein. Il y a un quartier comme ça qui avait été placé au centre de l'actualité, où il s'était passé plusieurs drames, c'était à Nîmes.
il y a quelques mois. Et c'est pas pour les mêmes raisons. Non, c'est pas pour les mêmes raisons, mais on a l'impression que c'est maintenant ils ont essayé avoir stigmatisé des pays ou des pays musulmans souvent et toute une population. Leur jeu, c'est de mettre vraiment l'accent sur un quartier. Parce que voilà, ça crée du buzz, ça les fait. Non, mais attends, ça les excuse-moi, fait vivre. pour Nîmes, pour raconter ce qui se passe à Nîmes et bien contextualiser, c'est totalement différent parce que Nîmes, c'est un quartier assiégé par des trafiquants de drogue qui utilisent pour le coup la population et la population se retrouve otage, je tiens à le dire. Et là, la stigmatisation, c'est quand même là, contrairement à Romans-sur-Isère, c'est la population qui dit c'est invivable. Enfin, quand il y a des gens qui meurent dans leur chambre, c'était pas à Nîmes d'ailleurs. C'est pas du tout la même chose. Vraiment, là, je te reprends là-dessus. Mais juste pour revenir sur la méthodologie, parce que ce que je veux dire par là, chérie, pour Romans-sur-Isère, c'est que les habitants de Romans-sur-Isère, eux-mêmes, ont été étouffés par un mensonge pendant quasiment 2-3 semaines. Et j'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui est très protégé localement parce qu'elle fait régner un climat de terreur. C'est la maire. Et moi, j'ai été ici dans ce podcast, j'ai été frappé. Je ne vais pas dire l'un des premiers parce que je pense qu'un peu d'humilité ne fait pas de mal. Mais tout de suite, je me suis dit, cette maire, elle va, j'allais dire, à l'encontre de ce qu'on attend d'elle à ce moment-là, c'est-à-dire fédérer la ville, expliquer que, comme tu le disais si bien, que c'est un fait divers, tragique, mais que néanmoins les habitants de la Monnaie ne doivent pas stigmatiser. Apaiser. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle a prolongé la caricature, la stigmatisation, pour pas dire l'ostracisation de tout un quartier qui est la Monnaie. Et toi qui n'as pas de velléité politique, mon cher ami, comment vous avez vécu ça? Parce que ça doit être horrible de voir la maire de sa propre ville parler comme ça, de manière aussi agressive des habitants de son quartier. Alors déjà au niveau national, avant d'arriver à Madame le maire, mais quand on entend la famille Le Pen ou notre cher Monsieur Zemmour développer son fonds de commerce, ça ne nous étonne pas. Oui, alors, là, ils sont dans leur rôle. Très bien. En revanche, quand on entend la personne qui est censée nous représenter au niveau municipal, qui est censée nous connaître et qui nous connaît, relayer et développer un fantasme pour, je ne sais pas exactement quelle raison, peut-être pour masquer une faillite municipale et emmener le sujet au niveau national afin de se protéger, on est complètement effaré. Et quand je dis effaré, c'est que notre maire, même si on n'a pas forcément voté pour elle, ça reste celle qui nous représente. Ouais. Et alors, je ne veux pas faire le mauvais jeu de mots, mais on est quand même ses enfants quelque part. Peu importe, les bons et les mauvais, les blancs ou les noirs, les intelligents ou les moins intelligents, la République ou l'égalité, c'est la même pour tous en réalité. Et donc, toi, comment tu vis cette séquence, alors que, je le rappelle, toi, tu as une réussite française comme il y en a des millions, c'est-à-dire tu as quitté la cité, tes parents habitent encore là-bas, donc comme beaucoup de gens de banlieue, comme moi, quand je vais au Muro, tu reviens fréquemment manger un plat de ta mère parce que ça fait toujours plaisir. Quand tu vois ça, c'est ce que j'ai ressenti avec les habitants de Romans-sur-Isère que j'ai au téléphone, c'est qu'ils me disent, mais ça, c'est pour nous, c'est comme mourir une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on a été stigmatisé, comme tu disais si bien, par toute la machine médiatique, Le Pen et compagnie, sur un mensonge, et celle qui devait nous défendre, en fait, nous enfonce. Donc toi, quand tu vois tout ça, comment autour de toi, ça se... Comment dire? Comment vous organisez pour contrer ça? Alors déjà, comment on se sent? On se sent mal, parce qu'on se sent planter un coup de couteau dans le dos clairement par la personne qui est censée nous protéger. Et quand je parlais de mauvais jeu de mots, c'est que c'est quelque part aussi notre maman qui est censée nous protéger. Oui. En fait, elle fait tout à fait le contraire en nous cramant au niveau national et en alimentant une haine qui fait qu'on a des extrémistes qui viennent dans le quartier. Et comment on s'organise? On va y venir, ça, ouais. Et comment on s'organise? On fait en sorte que ça se sache. On ne veut pas que ce soit tu, parce qu'au niveau national, on parle de séparatisme and co. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Nous, on crie un amour à la République en disant on est la République, nous sommes la France, nous aussi. Et en fait, la France, la représentante municipale, nous pointe du doigt et en disant c'est une centaine qui sont X ou qui sont Y, je vais juste quand même citer extrémistes musulmans. Alors, ils sont rigolos, les extrémistes musulmans, parce qu'ils apportent une Jack Daniels au bal et c'est pour ça que toutes les filles leur tournent autour. Bon, je ferme la parenthèse. C'est des dynasties de délinquants, donc super l'égalité, super la République. Donc quand on a un papa qui a eu des soucis en prison, on va avoir des soucis en prison, etc. etc. Donc, Salim, justement pour parler de ça, parce que je vois exactement le profil
de ces quartiers-là. C'est-à-dire qu'il y a une famille qui fout le bordel, il y a 6 frères et sœurs, le grand il est allé en prison, le petit dernier il veut pas faire offense à son famille, lui aussi il peut basculer vers une délinquance. Je prends un cliché comme ça, hein, c'est pas du tout... tu me dis si c'est pas le cas. Mais les 100 dont elle parle, est-ce que pour toi, qui est grandi, est-ce qu'ils sont identifiés ou est-ce que c'est on a balancé 100 un chiffre comme ça? Parce que c'est très précis 100. C'est pas... Il y a quelques éléments. Quand elle a dit 100, et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, tout le monde commence à se regarder en chien de faïence dans le quartier parce que tout le monde se dit, est-ce que c'est pas ton fils qui fout le bordel? Est-ce que c'est pas toi? Alors que il n'y a pas 100 personnes précisément. Franchement, c'est super cool comme endroit. Les gens sont super sympas. Il y a effectivement... À la Monnaie, ouais. À la Monnaie. Il y a effectivement quelques cassos... comme partout, Bien en sûr. fait, comme dans toutes les populations. Il y en a 2-3 qui foutent le souk, etc. Mais en réalité, là, on y va tous ensemble, on va se balader au quartier, il n'y a aucun problème. Au contraire, il y a un gars qui va nous payer un tacos, parce que c'est là-bas qu'on fait les meilleurs tacos. Mais avec Je savais que j'allais finir par vous faire un reproche. la vraie sauce fromagère, ça vient de chez nous. Ah, Salim, juste pour parler et avancer, Tacos raclette. tous ces propos ont amené à quelque chose qui a, je pense, brisé beaucoup de gens comme moi. On est de la même génération, toi et moi. C'est que c'est le retour de la ratonnade. Et donc, Romans-sur-Isère, je vois ces images le soir de ces gens d'ultra-droite, extrême-droite. En tout cas, nous, on les appelle les fachos. Je ne sais pas pourquoi on va les différencier. Toi, quand tu vois ça dans ta ville, là où tu as grandi, tu vois cette image-là, j'imagine que tu devais être dans un état Moi, je suis choqué. très affecté. Moi, je suis choqué. Déjà, il y a un élément que je souhaite apporter, c'est que c'est pas des gens de chez nous. C'est pas des gens de Crépole. C'est pas des gens de la Drôme. Parce que nos rugbyman à nous, ils nous connaissent. On a l'habitude de chamailler, mais ils vont jamais venir au quartier faire une ratonnade. C'est pas possible. Ah oui, tu parles Non, ça, on est bien d'accord. Donc, La plupart c'est des d'entre gens- eux ne venaient pas de là. C'est des gens qui viennent pas de chez nous, donc des gens qui viennent de Mayenne, de X, de Lyon, de la banlieue lyonnaise. De Rouen, il y en a un, ok. Voilà, ok. Ouais. Et pourquoi je suis choqué, c'est parce que, entre autres, les politiques et notre chère maire, en refusant de prendre position et donc de protéger sa population, elle a alimenté cela. Et juste un petit scoop, hein, parce que je suis un petit peu connecté dans le quartier, etc. La mosquée du quartier de la Monnaie, qui est d'ailleurs dans une situation pas super exceptionnelle au niveau des bâtiments, etc., parce qu'elle est bloquée depuis 40 ans. Mais on en parlera à part. C'est une mosquée qui n'a pas de monnaie, du coup. Voilà. Ah non, mais t'as voulu jouer au jeu de mots. Exactement. Vas-y. Et donc, quand on annonçait les ratonnades, etc., le président de la mosquée demande le soutien à la maire, en face à face. Elle lui répond: vous n'avez qu'à mettre votre service d'ordre vous-même. Donc, créer une république dans la République, donc elle lui demande, de ce que j'ai compris, De créer une milice. de créer une milice, effectivement. Salim, le moment le plus fou et le plus déjanté de cette histoire, parce que c'est ignoble, tout ce que tu racontes est évidemment ignoble, c'est qu'il y a un jeune du côté de l'ultra-droite qui se fait frapper et qu'il est défendu, si mes sources sont bonnes, par un barbu, un frère de la mosquée, c'est ça? Et j'attends qu'on lui donne une médaille à ce cher monsieur. Mais pourquoi il n'aurait pas de médaille, ce monsieur? D'accord, donc juste raconte-nous la scène, parce que tu es plus qualifié que n'importe quel journaliste en France. Donc, ce garçon a été tabassé. Alors juste, les CRS ont empêché ce groupuscule d'entrer. Donc, on applaudit déjà les CRS. Bravo. Par contre, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en les empêchant d'entrer, ils les ont protégés eux. Tu arrives à 150 dans un quartier avec 4000 gamins. Tu sais que je te jure, ça. Non mais imagine Je que n'imaginais pas 10%, que Ouais. 10% des gamins sont chauds. Qu'est-ce qu'ils vont faire les 150 en face? Combien de temps ils vont tenir? Non mais sans blague. Ouais, Je- non, mais donc, heureusement qu'on a une population qui est calme, qui est posée, etc. Ils ont décidé de faire 2 pas en arrière. Et comment ça, c'est très important, ça, pour les gens qui nous écoutent, comment vous avez réussi, quelque part? Je savais pas qu'il y avait autant de monde à la Monnaie. Hein. Ça fait un mois que j'en parle. 4000 personnes, c'est une ville dans la ville. C'est vraiment les quartiers de province. Oui. On en a Oui. vu d'autres avec Oui. mon équipe quand on faisait Oui. des tournées. Comment les parents ont joué un rôle? Comme tu dis, il y a des gens qui ont dû dire à leurs enfants, ce soir, tu sors pas. oui, tout Parce à fait. qu'ils les ont oui, pas tout à croisés. fait. Il y a eu un couvre-feu dans le quartier où Mais en fait, qui vient pas de la mairie. absolument pas. qui Non, vient non, de- c'est les gens. C'est vaut mieux pas trop faire de bruit. Vaut mieux laisser la police faire son boulot.
Je pense je pense que la réaction a été la bonne. Oui, bien sûr. Et chacun reste chez soi. Alors, c'est forcément pas 100% de la population. Donc, effectivement, il y a au moins un des gars qui est venu casser de l'arabe, qui est tombé sur un arabe. Un ou des Voilà. Il a... Et ensuite... Donc, ils l'ont frappé, blessé grièvement. Alors, les images ont tourné. Exactement. Et juste, on le dit pas assez. La presse a juste balancé le casier judiciaire de la personne qui l'a sauvé. Ça raconte quand même un pays. Donc, comme quoi on disait qu'il côtoyait l'islam radical. Il va falloir vraiment, je me fais la personne qui va poser la question. Pour les journalistes français, c'est quoi pour vous il a côtoyé l'islam radical? Parce que vu que vous n'êtes pas musulman, qu'est-ce que pour vous un musulman radical? Parce que j'ai pas du tout le CV de ce monsieur, mais c'est lui qui l'a sauvé. Donc, parce que objectivement, et tu le sais, on va pas insulter les protagonistes de cette histoire, mais si le petit là de l'ultra-droite, il était resté entre les mains de gens déterminés, comme tu disais, ça aurait pu être pire. Et il a été sauvé par quelqu'un de la mosquée qui, de sa propre initiative, est allé les défendre. Et c'est normal. C'est une réaction qui me semble être humaine et naturelle. Si on voit quelqu'un en difficulté, peu importe son origine, peu importe sa couleur, on va aller le défendre. Ça me paraît complètement normal. Mais tu sais, tout ce que tu Oui, dis, d'ailleurs, moi... pardon, Ambolim de Malherbe a fait bugger Zemmour quand elle lui a dit ça. Et Zemmour a fait, il y a des gens humanistes. Voilà, il a bugué. Tout ce que tu dis là, même pour les gens qui sont là, en général on fait plus de blagues, mais aujourd'hui tu es notre kryptonite. Mais je crois que tu ne mesures pas que tout ce qu'on détient là, on déteste faire le buzz. Normalement, je vais l'envoyer à plein de journalistes juste pour montrer. Si moi j'ai réussi avec un petit podcast à réussir à connecter mes réseaux pour te croiser, et ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est de la fraternité. Je ne comprends pas que des journalistes français qui ont une carte de presse ne se disent pas on va travailler le sujet. Il y en a qui ont fait le travail. Le journal Le Monde s'est déplacé. Il faut souligner que Mediapart aussi est venu. Ils sont venus. Il y a des gens de terrain. Mais par contre, vous avez refusé, après tout ce qui s'est passé, au quartier de la Monnaie, vous avez commencé à refuser un certain type de journalistes, notamment ceux de BFM, ceux de CNews, ceux qui étaient racoleurs, n'ont pas été les bienvenus. Alors, moi, j'en ai rencontré quelques-uns, notamment, on a fait un petit rassemblement samedi, et notre discours ne les intéresse absolument pas. Ce que tu viens de dire. Absolument pas. Donc on leur explique cela, mais ils coupent les micros. Ça ne les intéresse absolument pas. Ils sont venus pour chercher le buzz, ils sont venus pour voir des Arabes casser des vitres, brûler des voitures, mais le discours républicain qu'on leur propose, qui est la simple réalité du terrain, c'est pas ce qui fait vendre, on n'a pas du tout l'impression. C'est pas sensationnel. C'est ça c'est ça qui m'anéantit quelque part. C'est que vraiment, et je le dis peut-être à outrance ici, mais toute cette histoire, on aurait mis ça dans un film américain des années 60 sur la ségrégation, c'est ni plus ni moins ça. C'est-à-dire que vous venez, vous dites, on est républicain. Vraiment, ta phrase m'émeut beaucoup, mais le fait de dire c'est l'un des nôtres, c'est une accroche de une d'un bon journal. Et l'histoire, elle est réglée dans la journée. Normalement, si tu vois un rebeu de cité français d'origine algérienne qui dit c'est l'un des nôtres qui est mort, on a perdu Thomas comme on aurait pu perdre un petit de la cité, normalement la France, et tu te souviens, toi et moi on a quasiment le même âge, mais je me souviens quand je regardais le journal de 20h, pour moi c'était une grande messe journalistique, tu vois, je regardais ça et je me disais affaire réglée. Mais là, tu vois, et je vais en venir à ça, les gendarmes de ta région ont fait un travail exceptionnel, j'aimerais qu'on les applaudisse quand même. Parce qu'on en a parlé hier, ils ont pris le temps de faire l'enquête. Je rappelle que dans la soirée, il y avait 450 personnes, 100 personnes ont été auditionnées. Et en fait, les gendarmes ont juste commencé à dire c'est pas aussi simple que ça. C'est pas les gentils, les méchants. Il y a eu casser du bougnoul. Quoi qu'il en soit, le protagoniste qui avait le couteau et qui a mis un coup de couteau à Thomas, il y a eu aussi ça, mais il y a un contexte qu'on doit générer. Depuis 48 heures, l'extrême droite a fait quelque chose qui s'apparente à un coup de génie. C'est qu'ils ont réussi, malgré le fait qu'on leur dise qu'ils aient tort, le Parisien a sorti 2 pages très courageuses, là, il y a 2 jours, ils ont réussi à inverser la tendance pour mettre une atmosphère complotiste. Ils sont très déçus qu'on découvre qu'en fait, l'histoire n'est pas si simple. En fait, ma question depuis hier, on en a parlé lors du podcast, c'est qu'en fait, la marque Romans-sur-Isère, là, elle est foutue pendant quelques temps. Vous vous dites ça, je pense, localement ? Nous, on n'a pas envie que ça s'arrête là, parce qu'on a envie que la vérité éclate, mais éclate à tous les niveaux.
Quand j'éclate, c'est qu'elle éclate qu'on sache réellement ce qui s'est passé, sachant que nous, ce qui est en train aujourd'hui, ce qui est en train d'être révélé, on le savait avant. On sait très bien qu'il n'y a pas de racistes chez nous. On sait très bien qu'on ne va pas couper du blanc. On vit ensemble, on est mariés ensemble. C'est un délire qui n'existe pas. On sait très bien qu'il n'y a pas d'intégristes religieux chez nous. On sait très bien qu'il n'y a pas de dynastie de voyous, je l'ai déjà dit. Et on sait très bien qu'il n'y a pas d'attardés mentaux tels que notre chère mère l'explique. Mais aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est aller au bout du bout, c'est-à-dire révéler ce qui s'est passé, mais révéler aussi la réalité de notre quartier. Et la réalité de notre quartier, c'est une municipalité qui a démissionné sur ce territoire-là. Quand elle parle, elle a parlé de 150 millions d'euros investis en 10 ans. Oui. C'est énorme. Et c'est faux. Et aujourd'hui, on achète Cristiano Ronaldo et Léo Messi, non? Oui, ça dépend du championnat. Mais ok, oui. mais on fait des choses avec 150 millions d'euros. C'est absolument faux. Donc quand je dis que c'est faux, alors elle a peut-être investi 150 millions d'euros, mais on ne sait pas comment elle les a investis. Parce que dans ce cas-là, elle a très très mal investi. Parce qu'avec un dixième, j'aurais sorti 2 ou 3 startups avec 2-3 Steve Jobs dans ce quartier-là. Avec un dixième de ce montant-là. Alors, c'est impossible. On va dire où est parti cet argent, parce que c'est quand même important. Elle a donné un chiffre qu'elle apparente à l'ANRU, qui n'est pas vrai. Et ensuite, deuxièmement, elle a compté dedans, je crois, pas la CAF, mais les aides sociales. Et en fait, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'État. C'est pas toi, la mairie, qui a un budget de 150 millions d'euros. Salim, parce que j'aimerais te dire que déjà... Est-ce que vous pouvez applaudir Salim, s'il vous plaît? On va parler d'avenir, parce que je crois que vraiment le passé est beaucoup trop douloureux, parce qu'on se rend compte que c'est une grande mascarade médiatique. On peut l'annoncer ici, il y a quand même l'ambition dorénavant d'un engagement politique, pas partisan, je tiens à le dire, c'est pas pour rejoindre le PS ou qui que ce soit, mais là, je crois que le lien avec la mairie et le quartier de la Monnaie est brisé, on peut le dire. Quelles sont les ambitions aujourd'hui de s'organiser comment? Politiquement, c'est assez compliqué dans la région. Malheureusement, les jeunes de quartier n'ont pas la foi en la politique, ne croient pas en la politique. Ils ont tellement été déçus. Même après ça, là? Aujourd'hui, je suis là. Donc, oui, mais toi, tu votes? Non, oui. Oui, mais quand tu parles des jeunes de quartier, juste, est-ce que cet élément, aussi triste soit-il, enfin cet événement aussi triste soit-il, pardon, vous donne pas envie de voter massivement pour dégager la maire? Le bureau de vote qui est dans le quartier de la Monnaie, les dernières élections, c'était 11% de participation. Ah ouais. D'accord. Pas beaucoup. 89% d'abstention. Exactement. À la Monnaie. Aujourd'hui... Tu sais qu'avec rien que cette stat, ça définit l'arrogance de la maire. C'est-à-dire que quand ton quartier à 89% ne vote pas, la maire, elle peut dire ce qu'elle veut, elle sait que ça n'aura aucune conséquence. C'est ça. Et je pense, que si les 4... Allez, n'exagérons pas 89%, mais si du moins il y a 80% de votants qui se déclarent, je pense que ça peut redéfinir une élection. Alors justement, après ce qui s'est passé, tous les jeunes qu'on croise, tous sont prêts à aller voter la prochaine fois. C'est fini. Depuis ce qui s'est passé là, depuis les coups de couteau qu'on a dans le dos, il y a réellement une prise de conscience au niveau du quartier. C'est un mal, un grand mal, malheureusement un malheur même, pour peut-être un bien, parce que s'il fallait vraiment l'exemple de ce qu'il fallait pas faire concernant la stigmatisation, etc., c'est vraiment la maire qui l'a fait. C'est-à-dire elle qui a des idées visiblement un peu très proches de la droite extrême. Mais excuse-moi. Elle va se faire tomber elle-même, en fait. Non, Thomas, je veux dire un truc. Il faut être capable aujourd'hui, j'espère que dans ce podcast, on vous a donné quelques clés politiques. De qui elle se réclame, cette dame, politiquement? Divers droite. Oui, ce qui veut dire extrême droite. Mais surtout, elle est très proche d'un dénommé Édouard Philippe. Absolument. Voilà. Ouais. Et en fait, Édouard Philippe, ce qu'on a appris, parce que les langues commencent à parler un petit peu, à se délier du côté de Romans-sur-Isère, c'est qu'en fait, cette mère, ça fait plus de 5 ans qu'elle a des gros problèmes localement. Très gros problèmes. Du coup, si j'ai tort. Et en fait, on est en train de découvrir qu'il y avait un monsieur qui était Premier ministre à l'époque qui lui a donné pas mal de coups de main, qui s'appelle Édouard Philippe. Moi, je vais te dire quelque chose, Frangin, publiquement. Édouard Philippe, je sais que je ne vais pas voter pour lui en 2027 suite à son comportement à l'égard des musulmans durant la séquence Israël-Palestine. Quand il a dit publiquement sur France Info, avec mon argent, j'étais très heureux de voir Marine Le Pen manifester avec nous,
ça y est, là, on arrête. Mais il n'y a plus de discussion possible. C'est-à-dire, quand tu es content de voir Marine Le Pen et que tu finis par t'attaquer en disant l'antisémitisme, il y a un autre antisémitisme en France, on sait qui tu cibles. Tu cibles les musulmans. Mais tout Édouard Philippe qu'il est, il se dit, mais c'est comme des chiens, les musulmans. Le jour de l'élection, quand ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se tourner vers moi. Pas du tout. Moi, je pense que là, ce qui est en train de se passer, et Romans-sur-Isère sera un très bon laboratoire, je pense qu'on peut faire basculer des élections par rancœur. Tu vois, et moi, je vois, les musulmans, il n'y en a aucun autour de moi qui me dit Édouard Philippe. Mais juste ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que la maire de Romans-sur-Isère commence, visiblement, de ce que je sais, à flipper, parce qu'en fait, ils sont en train de vérifier ce qui s'est passé dans cette ville depuis des années. Et je ne dis pas que l'acte des idiots qui ont tué Thomas est justifiable, mais il y a tout un cheminement intellectuel qui fait que les jeunes de Romans-sur-Isère, en tout cas de la cité de la Monnaie, se sentent totalement disqualifiés de la ville. On m'a raconté une histoire assez incroyable, tu me coupes si j'ai tort, c'est que même sur les permis de construire, quand on est arabe, s'installer dans un beau quartier de Romans-sur-Isère, la mairie fait blocage. Mais tu sais, pour toi, ça avait l'air un peu normal. Mais regarde l'audience ici, on est atterrés, frère. Comment un rebeu qui veut s'installer dans un beau quartier, dans sa propre ville, voit un permis de construire alors que le PLU, il est respecté, ne pas lui donner? Si ça, c'est pas de la ségrégation. Et en fait, ce que j'aimerais, sur Romans-sur-Isère, c'est pas... J'en ai vécu des émeutes, frère. J'ai vécu 2 fois des émeutes. J'ai vécu Villiers-le-Bel, Clichy-sous-Bois. Mais la vérité, c'est que les mecs de Paris, on se relève. Nanterre, on se relève. Il y a de la discrimination. Mais là, ce que j'ai découvert à Romans-sur-Isère, et je te le dis droit dans les yeux, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un tel racisme. Il y a un de nos auditeurs qui est là, qui vient de Toulouse. Quand j'ai joué à Toulouse aussi, les mecs, ils me disaient, mais là, Toulouse, dans la ville, ça va. Mais tout autour, là, tu vois, on a des anecdotes où on se dit, mais comment les médias français, ils parlent pas de ça? Tu vois, on a un rebeu qui retrouve depuis 1 an des têtes de porc dans son jardin. Et il me dit, je sais qui c'est. J'ai installé une caméra. Je suis allé le déclarer à la police. Et les policiers ont dit, bah ça va, c'est une blague de voisinage. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que moi, je l'ai dit hier, je te le redis publiquement, moi, je suis totalement à votre disposition pour faire partir cette mère. Parce que je pense, et on en parlera après pour un autre sujet, qu'en fait, elle crée de la tension. De par maintenant ce qu'elle incarne, je pense que c'est mieux pour elle, si elle était vraiment républicaine, de démissionner et de dire peut-être j'ai été trop loin. Parce que même les journalistes qui l'ont interviewée, je parlais avec un journaliste du service public qui me disait, quand elle s'est mise à parler comme elle parle, même moi je me disais, mais c'est pas du tout ça le sujet. Je t'invite pas pour que tu tapes sur les habitants de la Monnaie, je t'invite pour que tu me dises qu'on a échappé au pire, tu sais, les banalités de maire, quoi. Tu vois, nous on a connu le maire de Clichy-sous-Bois qui était un mec exceptionnel. Claude Dillin qui est mort. Quand il y a eu les émeutes, il a dit, faut pas regarder ceux qui ont jeté le cocktail Molotov. Faut regarder comment on vient acheter un cocktail Molotov contre sa propre ville. Tu vois, c'est une interrogation par le haut. Moi, ce que je découvre, je fais pas de rugby, frangin. Je connais pas la 3e mi-temps. Tu pourrais. Merci. Ça me touche. Première ligne, même. Gros lard, quoi. Et en fait, ce qui me touche, c'est que vous vous êtes tu trop longtemps. Je pense que c'est ça aussi ce qui s'est passé. Et franchement, je te le dis avec beaucoup d'émotion, frangin, je suis très heureux d'avoir ton témoignage. Non pas pour des histoires de buzz, parce qu'on n'est pas les meilleurs pour ça, mais je vais le donner à mon réseau, à des journalistes que j'aime bien, je vais leur dire d'écouter. Et franchement, je pense, je sais pas ce qu'en pensent les gens, je pense que si tu prends la parole comme ça et tu vas le faire, parce que tu es un garçon sincère, et ça se sent dans ton témoignage, je pense que c'est l'arme qui va faire le plus mal à l'extrême droite. Parce que là, l'extrême droite, ils n'ont pas croisé ta route. Ils n'ont pas croisé la route de la Norbe, tu vois. Et je les vois depuis 2 jours. J'imagine même pas quand tu es habitant de Romans-sur-Isère, allumer ta télé et voir des gens mentir sur ta ville, ça doit être d'une blessure. Quelles sont les prochaines séquences, mon cher ami, pour vous? Déjà, on a arrêté de regarder la télé. Nous, au bout d'un moment, on pouvait plus parce que... C'est normal, c'est la télé qui vous regardait. Ouais, c'est ça. Et puis, on a la nausée systématiquement quand on la voyait. Donc, au bout d'un moment, il fallait quand même manger. Prochaine séquence, j'ai cru comprendre que le quartier était en train de rédiger une lettre à la maire. Pour lui dire, faut partir. Je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai cru comprendre effectivement qu'ils étaient en train de rédiger un courrier. La seule question qui vaille, Salim, après cette nouvelle, est-ce que ça sera un recommandé? Oui. 5 €. Ça serait pas à chialer de rire qu'elle reçoive un recommandé avec
expéditeur, le quartier qui t'aime up. Non, je trouve ça beau d'écrire. Là, il y a des témoignages comme le tien. Moi, j'ai vu aussi sur Twitter un ami de Thomas, un rebeu, qui a dit arrêtez, machin, les fachos. Thomas, il était pas comme ça. Il aurait pas voulu qu'on se venge comme ça, etc. Je sais pas si tu connais d'ailleurs ce garçon qui a fait beaucoup de vues sur Twitter. Le problème, c'est l'homonyme de Thomas qui a dit on va casser du bougnoul. Oui, mais pardon, tu sais, je vais te dire quelque chose, Frangin. Parti de la bagarre est parti. Mais tu sais quoi ? Je lui pardonne. Franchement, ne rentrons pas dans un truc. Faut pas oublier que c'est des gamins. Ils ont 17, 18 ans. Comme tu dis, il y a des petites meufs. On a tous eu cet âge-là. Et pour faire le fier, on sort des trucs de merde. Je préfère qu'ils les sortent à 17 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je dis pas qu'il faut être magnanime. C'est très grave ce qui s'est passé. Et pardon, on peut le dire ici. Je trouve que ce qu'ont fait certaines personnes du côté rugbyman, mais comme tu dis, je vais faire attention de ne pas les appeler comme ça, parce qu'il y avait des gens, comme tu disais, hybrides, j'aime beaucoup l'expression, mais il y a des gens du côté de Thomas, qui ont mis une pression folle aux deux filles pour pas qu'elles témoignent. Parce qu'elles avaient cette phrase de « j'ai entendu, ils veulent casser du bougnoul ». Et ils ont dit une phrase qui m'a l'air beaucoup plus... Enfin, qui est pour moi beaucoup plus grave qu'on va casser du bougnoul, c'est « si tu témoignes, c'est que t'es une pute à rebeu ». Et ça, c'est encore plus grave. Parce que, pardon de vous dire ça, gros lardon, tous ces mecs-là, il y a une frustration et une misère à l'égard des femmes qui, tu sais, et ça, c'est quelque chose, toi et moi, on a le même âge. Moi, j'ai pas connu le racisme à l'égard des femmes. C'est-à-dire que quand un rebeu ou un renois sortait avec une blanche ou inversement, il n'y avait pas cette notion de dire c'est inadmissible. Ce que je perçois chez les jeunes dorénavant, c'est que c'est un vrai sujet. C'est un affront. Ouais, c'est un affront. Et de dire à des meufs, si tu témoignes, ça veut dire que t'es une pute à rebeu. Mais j'imagine, enfin, franchement, elles ont été hyper courageuses de prendre la parole, mais c'est abominable. Et ça existe dans un pays, les amis. L'Afrique du Sud. Cette question des couples, c'était interdit, hein, je rappelle, par la loi, les couples mixtes et compagnie. Mais en Afrique du Sud, il y a un humoriste qui raconte ça, qui s'appelle Trevor Noah. Trevor Noah, qui est métisse, son père est suisse et sa mère est noire. Et en fait, il disait, je suis né comme un crime. Tu imagines la punchline que c'est. Et il racontait comment ses parents, en fait, ils ont fait un affront à l'Afrique du Sud en se mettant ensemble. Sa mère n'avait pas le droit de se balader avec lui dans la rue. Je te pose cette question locale. Est-ce qu'il y a la possibilité de réunir tous les protagonistes de cette histoire prochainement, c'est-à-dire du côté de Thomas comme du côté de la monnaie, pour envoyer un signal clair que, en fait, c'est un fait divers avant toute chose? Nous, on aimerait bien. Nous, on aimerait bien, parce que de toute façon, on est unis par notre territoire, par notre terroir. On est tous du même endroit. Donc, un rassemblement simplement pour être unis, oui, pourquoi pas. Et toi, t'as pas de velléité politique? Tu t'exprimes bien quand même, hein? Non, je veux dire, il y a un moment, il y a une classe, il y a un discours. Non, mais Thomas... Non, c'est vrai, pas? Pardon, chérie, de te dire ça, mais il faut jamais dire ça dorénavant. Non, mais je sais. Si on doit combattre ça, je sais que tu le dis sous le ton de la blague, oui. Mais ils ont été recalés du débat et de ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Tu as vu la phrase passer, mais certains l'ont retenu ici. C'est pas du tout, je t'accable pas, mais je pense que tu l'as entendu aussi. C'est le fait de dire, quand on s'est mis à parler comme ça, les mecs, ils ont baissé leur caméra, ils ont enlevé leur micro. Mmh. Exactement. Ouais, frère, c'est horrible. Et même au niveau municipal, alors pas moi personnellement, mais j'ai des amis qui ont essayé de s'inscrire sur les listes, etc. C'était extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Parce qu'on les attaque en tant que grebeux, du jour au lendemain, alors que c'est complètement vrai, c'est complètement faux, ils deviennent dealers de drogue, etc. On crée un fantasme autour pour les discréditer, et ça donne pas envie. Et si je prends mon propre exemple, moi je suis cadre dirigeant dans une société française, comme je disais, je crée de la richesse. Ce qu'on regarde dans la société dans laquelle je travaille, c'est simplement la valeur que j'apporte. La performance, oui. Mon origine, ma couleur ou autre, ou mon sexe, ça importe absolument à personne. C'est combien de kilos-euros, combien de millions d'euros je suis capable d'apporter, quelle innovation je suis capable d'apporter, etc. Et j'ai beaucoup évolué dans la société. Aujourd'hui, je gère des gens qui sont polytechniciens sans aucun problème. Et ma couleur n'intéresse absolument personne. Mon origine n'intéresse absolument personne. Ce qui intéresse, c'est combien je rapporte à la société, quelle richesse je crée. Et les sociétés françaises privées aujourd'hui, au public, sont plus démocrates. Oui, tolérantes, oui. Que la nation en tant que telle. Et c'est une perte pour la nation. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que nous sommes une richesse non exploitée pour la France. Merci à toi, Salim. C'était fabuleux, merci. On va donner le micro là. Votez Salim. Ouais.
C'était le prochain maire de Romans-sur-Isère. Franchement, en tout cas, il connaît bien les affaires politiques de sa ville. Bonjour, comment tu t'appelles ? Rémi. Salut Tu es Rémi. journaliste à valeur actuelle ? Non, c'est le tarif maintenant. Ouais, Rémi. tu as les cheveux en tout cas. Oui, Les tu as- cheveux, ouais, c'est ça. Plus sérieusement, tu fais quoi dans la vie, Frangin ? Chef de projet dans le domaine de l'aménagement urbain à Marseille. Oui, Ah oui, parce nous que- avons compris Voilà. que... Au urbain, on s'est dit, il y a un truc. Qu'est-ce que tu penses du témoignage de Salim à l'instant ? Bah, franchement, non, mais c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage et moi, en tant que Marseillais, je rejoins un peu tous ces propos qui ont pu être dits parce que on est quand même, nous, à Marseille, dans cette ville où on arrive à vivre ensemble et c'est des choses qui me touchent vraiment. Et quand j'entends ça, quand je vois ce qui se dit à Romans-sur-Isère, ça me touche vraiment, quoi. Tu sais qu'on a fait l'acquisition, on reprend une radio historique de Marseille qui s'appelle Radio Gazelle, qui devient Jam. Ouais. Je suis très heureux, je pars la semaine prochaine pour inaugurer nos locaux là-bas. Bizarrement, je suis heureux que ça commence à Marseille, parce que j'aurais pas pu le faire à Lyon pour des raisons techniques évidentes, visiblement, mais je suis heureux parce que je trouve que Marseille a souffert de cette marginalisation. Tu es dans l'urbanisme, donc tu vois de quoi je parle. C'est-à-dire que physiquement, on a mis cette ville au pilori sans jamais se poser la question de savoir comment elle en est arrivée là. Toi qui connais bien l'histoire, je tiens à dire que tout ce qui se passe à Marseille, ce n'est pas dû aux Arabes ou aux Comoriens, c'est lié à quelqu'un qui s'appelle Gaston Defferre, qui avait instauré le système de Marseille durant des années. C'est pas faire offense à l'histoire de France que de dire ça. Je vous conseille de regarder Gaston Defferre. Comment tu vois l'avenir de cette ville aujourd'hui, autrement que par le foot, car visiblement, ça, faut pas miser sur eux, mais comment tu vois l'avenir de cette ville ? Alors, j'ai vu l'évolution de Marseille au cours des dernières années, depuis notamment 2013. Il y a eu une grosse évolution avec beaucoup de gentrification, une venue de la part de beaucoup de nouvelles personnes, entre guillemets. Tu peux les appeler ici les bobos Parisiens, de merde. voilà. Parisien, Parisien. avec 3G à la fin. Vas-y, alors. Et ça a permis une nouvelle offre culturelle, une nouvelle offre urbaine, etc., etc. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est cette perte d'identité, c'est cette perte un peu populaire un peu de la ville de Marseille. Et c'est ce qui me dérange un peu. C'est-à-dire qu'on va gentrifier le centre-ville de Marseille, on va expulser en fait ces catégories de personnes qui étaient dans le centre-ville et qui faisaient en fait l'identité de cette ville, et on va les expulser vers d'autres territoires, encore plus vers les quartiers nord, parce que moi je viens des quartiers nord, j'ai grandi entre le 13e et le 14e. Donc je tiens à dire que des blancs de classe moyenne existent et ils ne se sont jamais fait agresser, ils ont toujours bien vécu, et il n'y a jamais eu de problème, et je tiens à le dire parce que c'est extrêmement important. Mais non, mais c'est surtout, c'est comme Salim, vos phrases sont d'une banalité monstre, et pourtant dans la bouche des médias, ils auraient l'air extraordinaires. Oui. Moi j'ai passé beaucoup de temps à... T'écoutes le podcast, j'imagine, mais... T'es un moins en ce moment, mais... Oui, mais j'ai passé beaucoup de temps à Marseille ces derniers mois, notamment à la demande d'un mec qui est un peu à l'Élysée, et j'avais besoin de m'imprégner de Marseille. Donc j'ai fait beaucoup de va-et-vient pour comprendre Marseille. Je ne te cache pas que j'ai pas tout compris, mais j'ai compris une chose, c'est la fierté de l'être. Et en fait, j'aime Marseille, le club de foot, pour ces raisons-là aussi. Je me suis jamais retrouvé dans le PSG, et je fais bien, puisqu'ils préfèrent acheter un Brésilien que de prendre un mec d'Île-de-France qui va jouer en Angleterre et qui va devenir un grand champion mondial. Et on dira, mais il a grandi à 28 minutes du Parc des Princes. Au même titre que je trouve que l'OM, et je salue nos amis des Winners, que je vais voir la semaine prochaine, ils sont partis d'un postulat clair qui était venir de dire à Pablo Longoria qu'il fallait faire émerger des talents locaux, parce que c'est quand même l'un des clubs les plus populaires, et il n'y a aucun Marseillais qui joue à Marseille, dans le 11 de départ. Et juste parce que ces gens-là sont des Arabes et qu'ils sont forts en gueule et qu'ils sont hautement respectables, parce que je vous le dis, Rachid Zeroual, qui est un personnage de la ville de Marseille, et je suis prêt à donner ma vie pour cet homme tellement il m'a bouleversé, passe sa vie à faire des trucs pour les Marseillais, par les Marseillais. Tu vas dans son local des Winners, c'est quand même on peut le dire, un grand cop. Et le mec voit Longoria, bon, le bouscule un peu avec un ton un peu marseillais, mais c'est des expressions de chez vous. Il a dû avoir un « va te faire enculer » qui est sorti. Et comment les médias ont construit tout un narratif autour de Rachid en disant « il est violent, c'est le parrain », alors que non, c'est juste un Marseillais qui voulait que les enfants de la région jouent là-bas. Et franchement, je suis très touché aussi par ton discours, parce que ce qui me touche, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi les Marseillais ils sont aussi vaillants et pourquoi ils défendent leur ville, alors que, disons-le,
on parle d'insalubrité à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a même des endroits où même physiquement, c'est dégueulasse. Bah, tu as certains quartiers qui sont les quartiers les plus pauvres d'Europe, Ouais, de France. d'Europe. Hein. Ouais, D'Europe, la Belle de Mai, dans le 3e, c'est juste l'apocalypse, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu comptes t'investir plus pour Marseille ? C'est une mission que Parce que là, on vient de voir Salim. Pardon, mais je ne savais pas que je présentais un podcast d'extrême droite. Il n'y a que des patriotes. Sauf que l'autre, il s'appelle Salim. Et lui, il dit, bah non, moi, je suis pauvre et blanc. Je vous encule. Et Nouveaux identitaires. Oui, les nouveaux. Mais je trouve ça drôle comme pitch. Est-ce que tu comptes t'investir particulièrement pour Marseille ? Bah, de par le travail que je fais, on essaie de valoriser la ville, etc. Après, sur l'aspect politique ou autre, j'ai pas des velléités. Ah non, ne fais pas ça. Voilà. Non, je les côtoie. Surtout pas à Marseille. Ah non, ne fais pas ça. Non, parce que c'est Dallas mélangé à rail. C'est vraiment... Non, mais... Au niveau de l'aménagement du territoire, ton projet, c'est quoi ? Tout raser, tout refaire pour Marseille ? Non, calme-toi, Netanyahou. Non, mais c'est de la réhabilitation de quartiers, d'anciennes friches industrielles principalement. Voilà. D'accord. La Belle de Mai, notamment, ça va devenir quoi, ça ? La très belle de mai. Ouais, parce que là, c'est la Mai, tout court, parce que c'est pas très belle, non ? Non, mais il y a des gros chantiers, notamment autour de la gare Saint-Charles. Hein. Bien sûr. La gare Saint-Charles. Ah, celle-là, elle est finie, t'es bon. Déjà, la gare, elle est bien. Mais il y a un gros projet de réhabilitation autour, quand même. D'accord. Juste préciser quelque chose, parce que maintenant que j'ai été outé, j'étais le 26 juin avec le président de la République quand il est venu à Marseille. Putain, on va encore avoir un article dans Valeurs Actuelles. Maintenant, je joue tout seul à Où est Charlie ? Avec le président de l'OM. Non, j'étais là-bas et en fait, j'avais parlé beaucoup avec les acteurs locaux et je le raconte parce que c'est l'un des témoignages qui m'a le plus marqué. Le président de la République a pris la parole dans un gymnase et on a fait venir les assos de quartier. Bon, à la Marseillaise, hein, il y avait des darons d'un autre monde qui disaient Emmanuel ! Tu sais, ils s'en battaient les couilles. Et c'était un vrai moment en plus, parce que ça fait partie de la France et tout. Et il y a une assos qui m'a mis les larmes aux yeux. Et je salue Jamel Dewiner, j'étais à côté de lui. Tout le monde demandait de l'oseille, de la réhabilitation via l'urbanisme et tout. Mais tu vois, quand tu te déplaces avec le président, c'est souvent. Il y a un mec qui a pris la parole, je te jure, il m'a fait vraiment monter les larmes. Je suis très sensible comme garçon. Il a dit, moi j'ai l'association qui apprend aux enfants des quartiers à nager. Et ça m'a bouleversé parce que t'as une assoce comme ça en Ile-de-France, oui, on est enclavé. Mais là, de savoir que t'apprends à nager à des mômes alors qu'ils grandissent au bord de la mer, ça veut dire que même la mer, elle a été quelque part gentrifiée. Parce que la Pointe Rouge, c'est pas la même mer que l'Estac. Et en fait, je me suis dit, mais c'est... Et j'en ai parlé après avec une députée avec qui on s'est embrouillé. Je leur ai dit, mais c'est sur cette assoce qu'il faut mettre de l'oseille. Parce que normalement, on devrait avoir un Marseillais qui a une médaille olympique sur une épreuve maritime, si le bon sens nous frappe. Et bien en fait, pas du tout. Et le gars avec qui j'ai parlé, je suis très honoré de connaître Samia Gali, qui a réussi à avoir sa piscine dans ce quartier-là. Et en fait, elle me dit, mais tu sais Yacine, je me suis battu pour avoir la piscine. Et en fait, j'ai envie de dire ça, ça commence déjà par comment tu es concerné par ton quartier. Il y a des gens, par exemple, très certainement du côté de Romans-sur-Isère, qui vont être des jeunes de la monnaie, qui vont lancer une marque de chaussures, parce que c'est le fief de la chaussure. Et c'est ça que j'ai envie de dire, parfois, grandir dans un endroit et pas avoir accès à sa spécificité, c'est déjà d'une gravité hors norme. Le nombre de mecs du 92, des quartiers, qui n'arrivent même pas à se trouver un stage à la Défense, pour moi, c'est tout aussi grave, tu vois. Et franchement, je me dis... le diable est dans les détails. Et quand j'avais parlé avec le président de la République et que je lui avais dit, tu te rends compte que les Marseillais, ils sont devenus locataires de Marseille. Tellement il y a des bobos, et comme tu as vu le reportage là, qui était plus ou moins réussi de Quotidien, où tu vois des Marseillais, la bourgeoisie. Et ce que je voulais dire à Quotidien, c'est normal, il n'y a que des Blancs. Mais je leur dis, mais ça ne te dérange pas de filmer des Blancs d'un côté et les Arabes et les Noirs de l'autre. Pour toi, tu ne te rends pas compte que c'est très ségrégationniste, mine de rien, physiquement. Après, malheureusement, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que cette ville, elle est coupée en deux depuis des années. Elle a toujours été coupée en deux, entre les quartiers nord et les quartiers sud. C'est vrai que c'est deux villes qui n'arrivent pas forcément à se parler entre elles. De plus en plus, mais il y a quand même eu cette séparation. Moi, j'ai toujours vécu dans les quartiers sud quand j'étais jeune. J'avais mis un pied parce que c'était compliqué d'y aller pour les transports. C'était d'autres personnes, d'autres mentalités. Donc voilà, c'est pour ça que cette séparation de cette ville, elle est toujours existante quand même. Merci à toi, Franck. Grâce à toi, ça va changer. Merci, Rémi. On va... qui n'est jamais venu, pardon ? Tiens, Chaton. D'accord.
Un petit jeune qui vient de la même ville que l'un des fachos qui est allé à Romans-sur-Isère, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Oui, tu es de Rouen. De Rouen, voilà. D'accord, donc ça t'a fait quel effet de trouver ton délégué de classe à Romans-sur-Isère? T'as quel âge? 22 ans. Et tu t'appelles comment? Samir. Samir, tu es... Pardon, je suis étudiant en histoire. D'accord, très bien. Ok. Donc là, tu vis une très belle période. Oui. Parce que c'est vraiment, je crois que l'histoire... T'as raté 1789. Voilà, je le Mais retire. là... Non, mais je me suis toujours dit, est-ce qu'on va être dans des événements historiques? Et bah, wallah. Bah, il y a eu le Covid et... Ouais, vraiment. Comment tu ressens, déjà à 22 ans, cette actualité? Malheureusement, j'ai juste l'impression que ça s'empire depuis que je suis gamin, en fait. D'une part, quand je vois le traitement médiatique qui est fait, je me dis que c'est pire en pire. Et malheureusement, comme tu disais sur les précédents podcasts, le fait que même maintenant des faits divers deviennent des faits politiques. Mais comment tu nous as c'est moi découvert, qui le toi? dis T'es parce pas que du tout la cible. C'est eux qui vont. En fait, je vous ai découvert, j'écoutais Benjamin Tranier. Je vous ai découvert grâce à Tranier Ouais. et le Schlag. C'est mieux ce chemin-là. Parce que si tu nous découvres nous et tu vas sur Benjamin... Non, je suis très... Non, Ouais, c'est bien, ça te fait rire, ça. Le coffre à chaud Capic, ça te plaît, ça. C'est tout. Voilà, Samir bien intégré. Il n'aime que des vannes parallèles. Non, et c'est comme ça, d'accord. Mais à 22 ans, je te pose des questions parce que... Oui, qui est tu exactement la moitié de mon âge. Putain, La moitié de ton poids aussi. Ouais. Oui, bon, enfin, ça voudrait dire que vraiment, ça va pas fort. Le tiers. Non, mais je l'ai mérité. Samir, J'ai juste... dit un arabe tout à l'heure, tu parles bien français, donc ouais. Ils sont rancuniers, ce peuple. Juste pour revenir à toi, Samir, t'as des frères et sœurs? J'ai une grande sœur. Quel âge? 35. Ah oui, c'est pas... elle est vieille. Ouais, là, Waouh. c'est- Waouh. Ouais. Juste revenir à ça. On ne connaît pas les jeunes de 22 ans. Moi, j'en côtoie pas. Nous non Il y a plus. plein de gens. Ouais. Non, mais toi, t'as 22 Et vous, ans. vous côtoyez d'autres gens ou vous êtes renfermé sur vous-même comme on vous présente les jeunes dans votre chambre avec Non, des mais casques? c'est intéressant par rapport Non, à ce que... malheureusement, là... Une vie sociale, toi? Non, mais Oui, sérieux. mais en fait, de moins en moins, parce que d'une part, quand je vois les gens de mon âge me dire que, en fait, ils vont se retrouver à Romans-sur-Isère. Ah, et t'en qui as, viennent de la exactement même ville. ça. t'en as connu. Tu m'as niqué ma Non, question. j'en ai pas connu, j'essaie de pas les côtoyer, mais... même des C'est fois ça que j'allais te j'entends. demander. Ouais. Oublie toutes ces vannes de merde. Parlons, je suis Anne Sinclair. J'ai une question à te poser. Anne C'est pas clair. Est-ce que tu... juste pour... Est-ce que les gens à 22 ans, moi quand j'avais 22 ans, personne disait devant moi, je suis un facho. Les gens que mon âge, inimaginable qu'un mec de 22 ans vienne, j'ai jamais vu quelqu'un dire ça. Et ma question c'est, est-ce qu'à 22 ans, et c'est ce qui m'a l'air de... C'est ce que disait Salim dans son témoignage, est-ce que tu as des gens de ton âge qui sont décomplexés, qui te disent, Samir, je vote Zemmour, j'aime Le Pen. Est-ce que tu les vois? Je suis de la division Martel. Enfin, j'étais ce matin. Dissoute aujourd'hui. Alors, pour mon cas, je ne les vois pas directement, parce que je les côtoie pas et Ouais. je veux pas les côtoyer. Mais je prends l'exemple de quand j'étais au collège, au lycée. Moi, j'étais en collège privé. Et juste des fois, d'entendre certaines personnes parler, me dire, en fait, potentiellement, là, ces personnes ont fini par voter à l'extrême droite ou ont des idées, ont fini à avoir des idées... Mais j'aurais pu être un gros lardon, moi aussi. Autrement que physiquement. J'aurais pu très bien basculer, tu vois, parce que quand on est au collège, au lycée, ça nous arrive tous de faire des croix gammées sur des tables. Non. Non. Mais Ah bon, il y avait que moi non, mais tu sais, mais non, mais on est le des- gars qui on se est- lâche, voilà, on fait une ratonnade, c'est la rigolade. On Non. jette un arabe dans la scène. On jette un arabe dans Non, la mais jouer surtout dans les années où on a grandi, nous, où Ouais. tu vois toute la diversité s'épanouissait. Donc on était là, il y a toujours des blagues entre deux blancs, on se fait des blagues comme ça. Mais après, on évolue normalement au contact des gens ou au contact en fait, de la vie. Quand on rentre dans la vie comme Au toi, contact du rap. étudiante. Oui, mais pas que. Enfin, oui, mais il y a des rappeurs fachos maintenant. Donc Ouais. Non, ceux mais qui ils sont aiment nuls, le. là. D'ailleurs, les sont nuls, rappeurs ils sont nuls. fachos, Ils sont souvent nuls. hein. pardon, mais on va finir par croire que le rythme, c'est vraiment un truc d'arabe et noir. Non, Non, mais tu vois, c'est Mais- aujourd'hui, comme peut-être il y a des jeunes qui veulent plus justement s'ouvrir aux autres, qui veulent rester entre eux, entre petits nazis, comme on voit dans le film American History X. oui, tu vois. mais c'est exactement ça. Mais le parallèle, il est Nous, cette outrecuidance de la diversité. Tiens, note-le, Samir, dans ta gueule. Je crois que je suis teubé, non les années de Jamel Debbouze,
les années Eric et Ramsey, H, Coupe du cette Monde. espèce de dégueulis de la diversité. Et en plus, Ouais, des gueulis de qualité quand même. oui, en tout cas artistiquement, mais ça envoyait aussi un message très pernicieux qui était celui que les Arabes et les Noirs devaient être dans la bouffonnerie plus que dans la scolarité. On a plus d'estime en France pour des rappeurs, pour des stand-uppers, Des alors que footballeurs, Salim est C'est vrai. beaucoup plus respectable que bien des artistes que je côtoie. Et, c'est, en fait, et malheureusement, c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que la plupart des gens diversité, enfin Renoir, n'ont pas de talent. non, mais- d'une part, non, mais dis-le, dis-le. non, mais ne sont pas les 5 ou 10% qu'on peut voir dans les médias qui sont soit dans le sport. Non, Enfin, tu es je veux très dire, généreux là en pourcentage. Il n'y a pas non, 5 mais ou 10%. dans le sens où je veux dire, la plupart on ne les voit pas et sont intégrés à la société. Mais Comme c'est tout pas le monde. l'histoire. Alors, ça, juste Assimilé. voilà, Oui, fais attention au mot ouais. fais Non, mais attention au mot enfin, d'emploi. ces Non, ne mots-là, dis jamais assimilé. Non, Et bah, ne dis jamais intégré. Oui. Je t'explique pourquoi les deux mots. Si tu écoutes ce podcast, tu le sais. Assimilé, ça voudrait dire que tu as gommé une partie de ce que tu es, alors que la richesse d'une société, c'est sa diversité. Je t'assure que quand il fallait casser la gueule aux nazis, ils ne se posaient pas la question de savoir si nos grands-parents étaient musulmans ou pas. Mais il faut quand même croire en Allah pour aller cabosser du nazi gratos. Ensuite, deuxièmement, je vais te dire un truc sur la question de l'intégration. Le mot intégration, il y a des matheux qui sont là, c'est forcément que tu es un corps endogène. Ouais. Et en fait, je vais te dire quelque chose. Nous, on vient exogène, pardon. Nous, on est un corps endogène. Regarde comment ça fait bugger la machine, le pseudo-djihadiste de ce week-end, le Armand. Les mecs, pendant 24 heures, ils disent non, mais il est né à Neuilly-sur-Seine. Donc si vous avez mal au cul, doublement, c'est la ville de Sarko. Ouais. C'est-à-dire que normalement, vous devriez inviter Sarko et lui dire vous le connaissez ou pas? Et il n'y a pas de cité, donc on ne pourra Ah, pas s'attaquer ouais. à la cité Et de en fait, Neuilly-sur-Seine. Tu vois là, sa mère, j'ai lu dans le bandeau tout à l'heure encore ce putain de bandeau BFM. Un jour, je ferai un film sur ce truc. Il y avait écrit. Le bandeau, Ouais. ça fera un peu Non, français. mais je te jure que je le vois comme un film d'horreur qui dicte ma vie. C'est-à-dire que ce bandeau, je suis happé par le bandeau et à chaque fois que je vois la faute, je dis ok, c'est ça l'info. Et elle est, comme on disait tout à l'heure, c'est de la kefta d'informations. Ils coupent, ils remettent des trucs. Des fois, c'est une Parce que moitié de c'est phrase. du direct, Yacine. Mais tu sa mère, parlais. tout à l'heure, dans le bandeau, il y avait écrit elle présente ses excuses à la France. Et je me suis dit mais quel est l'enfant de pute qui, chez BFM, a écrit cette phrase qui tétanise tous les Arabes et les Noirs, enfin tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais vu la mère de Marc Dutroux présenter des excuses. À la Belgique. Oh, ouais, alors que je pense qu'elle, elle pourrait vraiment, tu vois, j'ai jamais vu la mère d'un serial killer dire c'est son fils. Il y a eu un problème d'ordre psychiatrique sans précédent. Je vous parle pas des témoignages que je reçois de gens qui, suite à ce podcast, me disent ouais, j'ai un frère qui va pas fort, et mon frère, il pourrait très bien descendre un soir, il y a un mec qui m'a témoigné ça m'a glacé le sang, il m'a dit mon frère, tu le laisses 5 minutes quelque part, il y a une embrouille. Et je lui dis mais quel type d'embrouille? Il m'a dit, il va faire un truc de ouf. Ah Il m'a ouais. dit tu l'amènes au supermarché. C'est ton frère qui a dit ça. Hein? Ouais. Mais oui. C'est vrai que mon frère pourrait dire ça. Mais il m'a dit, son frère, il a une maladie, que dès que tu l'amènes dans un lieu public, il devient raide et il s'en prend aux gens physiquement. Mais il m'a dit, il s'en prend aux meufs comme il s'en prend aux mecs. Et je te finis l'histoire parce qu'elle est incroyable. Il s'en est pris à une fille. Donc pourquoi tu me regardes, machin et tout? Il a tapé une nana et la nana a voulu porter plainte pour agression sexuelle. Et donc, il me dit quadruple humiliation parce que lui, bon, déjà, tu arrives au commissariat, tu dis ah non, pas du tout, il frappe tout le monde. Et ensuite, tu dois expliquer aux policiers en disant mais il a pas toute sa tête. Tu sais, avant, on disait ça des gens, enfin, ceux qui ont mon âge, tu disais bah, lui, tu sais, il a pas toute sa tête. Là, un mec qui a pas toute sa tête, ils en ont fait un élément clé de Daesh. Et même là, ils ont pris en garde à vue sa future femme. T'as pas vu ça? Non. Elle vient de sortir en garde à vue. Bon, c'est une femme un peu chelou, hein, visiblement. C'est la chaudasse de la sphère djihadiste. Donc, Ah oui, si, j'ai vu. Ouais, et donc, elle a été prise en garde à vue. Ouais. Il l'avait demandé en mariage la veille. Ah merde. Donc, bon, c'est pas la meilleure lune de miel qui lui est proposée. Elle a dû dire non, du coup. Et tout à l'heure, vous voyez BFM, ils ont fait un truc, et je le dis toujours dans ce podcast, il faut sortir du tragique par le comique, ils ont dit, il est converti depuis 2015, bon, mais il voulait se reconvertir en 2020. Ah ouais. Mais je me suis dit, bah, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de date de péremption de l'islam. Des quinquennats. Il fait des quinquennats. Il fait des quinquennats musulmans, pap, ça y est, je suis redevenu l'enfant du diable. Et je me disais, sur ce plateau du chétan, il n'y avait pas un journaliste qui pouvait dire, mais excusez-moi, tu sais, et moi j'aimerais, je vais appeler Bajrafil parce que c'est un imam,
pourquoi on ne fait pas un consultant musulman chez BFM? C'est comme Jackie Berroyer à Nulle part ailleurs. Ah oui, Dès qu'il parle de l'islam, pas du tout, c'est la sourate 12. Samir, on va finir avec toi. Et pour en revenir à ce que tu disais, Thomas, sur est-ce que j'ai déjà côtoyé des fachos, ce genre de choses. En fait, il faut savoir que Rouen, il y a la Seine qui traverse la ville. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la rive rive droite gauche, et la rive gauche. ouais, C'est ça. Vraiment, tu nous as pris pour des grands gaules, mais c'est pas grave. Non, mais on Vous est savez déjà allé à Rouen. que la Seine, je sais pas si vous êtes au courant, c'est un fleuve. Non, mais tu as raison. On jetait des arbres. Non, mais. Alors, rive gauche, il y a rive gauche, rive droite. Nous, c'est les bobos rive gauche et rive droite, les pauvres. Et toi? Et là, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. D'accord. C'est l'inverse. Et en fait, moi, j'ai vu récemment, en me baladant sur les quais, que la ville avait fait une espèce de. De scission. De petits dessins pour dire en gros les éléments clés de chaque endroit. Et en gros, dire rive droite, ils avaient marqué centre-ville historique, rive gauche, quartier populaire. En gros, plus loin, la campagne. Et en fait. C'est une carte de qui, ça? Des guignols C'est les guignols qui avaient fait ça. Et ça me fait C'est rire sur la gare que c'est quand écrit Pont-Levis. Ouais. C'est la carte des guignols, les Niakoué, les Bognouls. En fait, c'était limite ça. Enfin, Ouais, ils d'accord. auraient pu remplacer rive gauche sur quartier populaire par les Arabes ou les. Ah ouais, d'accord. Samir, dernière question, parce qu'on Ouais. va aller après, on va Ouais, terminer là-dessus. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que tu veux faire quoi dans la vie, chaton? Je sais pas. Bonne question. Enfin, l'enseignement, comme j'expliquais à Abdoulaye, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est très mal payé. Enfin, Ah ouais. malheureusement, Ah, ok. Tu vas être prof d'histoire milliardaire? non, Ouais, non, là, mais c'est ça n'existe vraiment- pas et c'est un métier de passion et je salue tous les professeurs, tous les enseignants qui le font par passion parce que c'est très compliqué comme métier. Mais c'est une autre vie. Bien sûr que c'est une autre vie, mais malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins de moyens dans l'éducation nationale. Ouais. Enfin, Ok, on a compris, frère. Classement PISA, frère. On est derrière, derrière la Colombie. La Colombie. Oh la Je savais vache. pas ça. Alors ça, Derrière les narcotrafiquants qui ont 4 saisons dans Narcos, ils sont devant nous. Tu sais ce qui est marrant, c'est que même là, on monte l'arrogance française. Le classement, on est dégueulasse parce que, comme tu disais, nos profs, ils sont à l'abandon. Vraiment, on les traite mal. Et on pensait quand même qu'on allait être dans les 5 premiers. 4e, l'Estonie. Ah bon? Je savais même pas qu'ils avaient des tables. Et là, je les ai vus, je dis, est-ce qu'ils ces fils de timbre? Ils ont pas de table, c'est ça qui les rend plus ambitieux. Ils gravent des C'est ça contrats. ils ont la dalle, ils ont pas de table, ils ont C'est là envie que j'ai vu que d'apprendre. j'étais français, parce que les Estoniens m'ont rien demandé. J'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que. Non, nous on a Toi, trop t'es de là, confort. toi. Ils ont pas de chauffage dans leur classe, ils sont motivés pour étudier. Salut, c'est moi 6, 36. Merci à toi, Samir. Merci Samir. Tu pourras toujours Est-ce que tu faire. vas donner à la dame derrière toi? On va voyager, mesdames et messieurs, elle nous a fait pleurer et on va conclure ce podcast avec elle. Bonjour. Bonjour, rappelle-nous ton prénom. Sally. Sally. Ah, Sally. Sally. Tu auras toujours pas rencontré Harry. Très bonne vanne. Que tu très peux pas comprendre, t'as 22 ans. Oui, toi. oui, oui. Très Un bon vieux film. C'est un vieux film. Bah, tu regarderas, il y a une scène vraiment qui va te plaire vu ta tête. Sally. Sally, ça va, tu es notre C'est le amie, match retour, on va essayer de pas pleurer. Tu es palestinienne de ton état. C'est une belle expression vu l'actualité. Joli. Et on t'a parlé il y a un peu plus d'un mois, c'est ça? Oui, c'était début novembre. Oui. Et on avait, malheureusement à l'époque, on était pris dans une forme de fatalisme, comment dire, d'impuissance à l'égard de la Palestine. Et malheureusement, ça a duré quelques temps, et j'imagine que tu as été très sollicité. Mais la fierté du jour, parce qu'il en existe, c'est que l'ONU vient de faire une sortie digne de Rof à l'égard d'Israël, en tout cas de Netanyahou, en disant tout simplement que les mots qu'utilisaient les Palestiniens, en parlant de génocide, de nettoyage ethnique, qui sont des mots qui sont, je le rappelle, interdits quasiment en France, sont malheureusement, et je sais que c'est très triste à dire, avérés. Le président de l'ONU vient de même lancer un recours très particulier. J'allais dire, on craignait tout ça, que Netanyahou stigmatise l'intégralité des Juifs de ce monde, mais malheureusement, il a mis son propre pays dans une impasse. Première question, Sally, comment va la famille là-bas? Pour le moment, bien. Mais de ce que j'ai compris de mes parents, en fait, on ne peut pas parler parce que tout est surveillé. Et il y a des gens qui se font embarquer parce qu'ils sont contre la guerre. Et ma mère et mon père sont à Jérusalem et c'est même des Israéliens qui peuvent se faire embarquer parce qu'ils sont contre la guerre. Donc on se parle, mais c'est des phrases courtes, c'est pas sur WhatsApp aussi.
Donc ils vont bien, mais il y a des gens qui se font embarquer en Cisjordanie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais comme il y a eu des prisonniers qui ont été libérés, ils ont embarqué presque 3000 personnes juste sur les dernières semaines pour remplacer en fait ceux qu'ils ont sortis. Et c'est des gens, moi j'ai appris qu'un de mes cousins était embarqué, mais on ne sait même pas pourquoi. Il a 19 ans, il est encore plus jeune que Samir. Vraiment un petit gamin, il allait à l'université, normal. Donc c'est pas, ils vont bien. Les gens me demandent ce matin, un collègue me demandait, je disais, tout le monde va physiquement bien, mais soit tu te fais embarquer, soit tu te tais, tu restes chez toi. Physiquement, si tu as la luxe, pour moi c'est un luxe d'aller bien, moralement, les gens sont quand même vraiment flippés. Et je me permets, parce que je pense que tout le monde pense que quand on est palestinien, on n'a pas de l'empathie de l'autre côté. Moi, mes parents ont été témoins d'une manif où des Israéliens ont été défoncés par leur police parce qu'ils étaient contre la guerre et on leur criait en hébreu antisémite. Oui, c'est une mode qui arrivait même en France jusqu'à Patrick Cohen. Incroyable quand même. Et Booba aujourd'hui. Oui. Ah bon ? Oui, l'avocate de Magali Berda a dit que c'était des attaques antisémites. C'est dommage parce qu'il est quand même un peu juif, mais allons-y. Sally, juste là-dessus, ton témoignage est, comme celui de Salim, très important. Là, la donne a changé. Le monde regarde dorénavant le conflit. C'est vrai qu'il y a eu des tractations pendant quelques jours, mais est-ce que là, par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que le Hamas, on a déjà dit que c'était pour nous des bons à rien. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que la France a gelé les avoirs du patron du Hamas en France. D'accord. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui crèche dans un F2 qui lui appartient, mais en tout cas, il ne pourra plus rien récupérer. Mais surtout, je te pose la question de savoir, est-ce que pour toi, on est sorti du plus dur ou le plus dur commence ? Non, le plus dur commence parce que pour le moment, la ville, 70% de la ville a été rasée. Je ne sais pas comment elle va pouvoir être reconstruite. Je parlais l'autre jour avec mon petit frère et il m'a dit un truc très, très fort et très intelligent. Je lui ai dit, j'espère un matin me réveiller et me dire qu'il y a un cessez-le-feu. Il m'a dit, mais et après ? Après, qui va construire les écoles ? Qui va reconstruire les hôpitaux ? Il n'y a pas un système de santé. Et en fait, je n'ai même pas pensé au après. Moi, c'est vrai que je suis là tous les matins. Je me dis, s'il vous plaît, que ça se termine, que ça s'arrête. Je pense à tous les gens qui sont morts. Je disais à mon mari l'autre jour, même les étrangers qui ont eu le courage, franchement, il faut beaucoup de courage pour aller en Palestine. Même ceux qui ont eu le courage de venir nous aider, à mon avis, ils ont tellement été terrorisés, mais plus jamais un étranger pensera aller faire de l'humanitaire, aller être médecin, aller être journaliste. J'ai un ami à moi, journaliste, qui est blanc, je tiens à le préciser, qui a fait une semaine là-bas. Et en fait, quand il est rentré, il s'est mis en burn-out. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, je ne peux pas te raconter, mais j'ai vu des choses. Et en fait, je crois que vraiment, il y a un sentiment qui s'est invité dans nos vies, les Français, c'est le sentiment d'impuissance. Oui. Et, tu vois, et de détresse même mentale. Hein. Ouais, mais en fait, je te promets, je sais pas les gens autour dans ce podcast, mais le fait de se sentir impuissant a fait de nous quand même des gens j'allais dire, fragiles, quoi. Tu vois, moi, je sais même pas si, tu vois, en plus en France, tu l'as vécu, Sally. Nous, on peut même pas appeler à la paix en France. Non. Tu vois, là, aujourd'hui, les médias français... On serait antisémites, on serait pour le terrorisme. Il y a tellement d'amalgames. Est-ce que tu as vécu cet amalgame-là ? Je tiens à féliciter ton mari qui est à côté de toi, puisqu'il aurait pu vivre une vie paisible avec une blanche. Et il a pris le risque de se mettre avec plus de 2000 ans d'embrouille. Bravo, vraiment. Je tiens à te féliciter. Justement, la question que je voulais te poser là-dessus, qui est importante, c'est... Je comprends pas pourquoi, ça me dépasse, mais la plupart des Gazaouis ne veulent pas quitter Gaza. Et c'est quelque chose de fou. Nous, avec nos yeux de Français, on dit partez. Mais en fait, il y a des gens qui disent mais je serai nulle part chez moi. Il y a des Palestiniens aux États-Unis, il y a des communautés palestiniennes. Mais en fait, les gens, ils veulent rester là-bas. J'ai ramené un livre que je voulais te faire lire. Je pense que tu vas beaucoup aimer. Ça s'appelle L'Insoumise de Gaza. C'est une journaliste, Asma Al-Roul, qui a vécu là-bas très longtemps dans sa vie. Elle a eu beaucoup de prix pour quitter Gaza. Donc, à chaque fois, elle a fait plein de pays dans le monde, mais elle revenait et elle explique dans son livre pourquoi. En fait, elle dit une phrase, je l'ai soulignée, tu verras. S'il n'y avait pas eu la colonisation et s'il n'y avait pas eu l'extrémisme qui a pris de place grâce à la colonisation, parce qu'à la base, la Palestine est un pays laïque. La plupart des gens ne le savent pas, je le rappelle tout le temps, notre constitution est laïque. On est un pays laïque, en fait. Et elle dit, on aurait été une des plus belles stations littorales du monde. Ce qui est vrai. Oui. C'est vraiment une très belle région. C'est une magnifique région. Et elle a énormément de richesses.
Les terres sont très fertiles, les terres agricoles. Là, je sais que à cause de la guerre, on voit que des immeubles détruits. On se dit, quel cauchemar, quelle horreur, qui veut vivre là-bas. Mais il y a une mer magnifique en face. Les températures sont très, très douces. La terre est super fertile. En fait, cette ville est devenue une prison, mais ça ne l'était pas. Et la plupart des gens souffrent énormément et de la présence des Israéliens et aussi des groupes palestiniens. Enfin, on en a parlé la dernière fois. Il n'y en a pas un qui relève le niveau, en fait. Mais c'est ça là-dessus, Sally. Hier, c'est un général français qui a pris la parole, qui a donné les vrais chiffres du nombre de morts. Donc il a dit les chiffres du Hamas. Entre 20 et 30 000. Entre 20 et 30 000. Là où le Hamas en déclare 15 000. En fait, il déclare les corps retrouvés. Il déclare ceux qui sont encore sous les décombres. 120 000 blessés, plus de 120 000 blessés. Je ne sais plus la statistique, mais le nombre de femmes et d'enfants est colossal. Mais il a dit une phrase qui m'a vraiment surprise sur les médias français, mais elle a été dite. C'est qu'il a dit Netanyahou vient de former 15 ans pour 15 ans de gens qui vont rejoindre le Hamas. Je le pense aussi. Je le pense pas parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que le plus cauchemardesque de tout ça, c'est qu'on vient d'inventer un terme à l'ONU pour décrire les enfants de Gaza. La traduction française, c'est « enfants sans aucun membre de famille vivant ». Donc tous ces gens-là, en fait, qu'est-ce qui les retient ? Moi, ce qui m'a retenu, c'est mes parents, c'est mes études. Et quand t'as rien, enfin, je veux dire, t'as aucun membre de famille vers qui aller. Oui, tu vas vivre sous un tunnel. Et il y a eu des documentaires sur les membres de la brigade Al-Qassem. Et il y en a qui vivent sous les tunnels. Ils ne voient pas la lumière du jour. Mais ils te disent, de toute façon, j'ai personne là-haut. C'est horrible pour un être humain de vivre comme ça. Peu importe ce qu'il fait derrière, psychologiquement parlant, on est en train de parler de choses très, très graves. Et il y a... Alors, c'est pas du tout en français, mais les gens qui comprennent l'anglais, je les encourage à aller voir des vidéos d'un monsieur qui s'appelle Gabor Maté. C'est un spécialiste du trauma. Et c'est un juif survivant de l'Holocauste et qui a été éjecté par sa propre famille de ne plus vouloir être sioniste. Et lui, il parle énormément de l'aspect psychologique, de comment une personne accepte de vivre sous un tunnel 20 ans, 15 ans, en se disant de toute façon, c'est pas grave. Comment un cerveau peut aller dans cet extrême de la volonté de pas vivre. Tu sais les phrases, Sally, évidemment, on essaye de pas pleurer en t'écoute mais c'est à chaque fois délicat. Moi aussi, j'essaye cette fois. C'est Vraiment, j'ai fait beaucoup de respiration. C'est un partenariat, Sally, parce que la dernière fois, tu as détruit l'intégralité de nos auditeurs. Je vais te dire un truc. Je crois que les plus belles punchlines que j'ai entendues à l'égard du sionisme récemment viennent de juifs. Ah, moi aussi. C'est-à-dire que je découvre que les juifs de gauche... Et d'israéliens aussi. Voilà, et d'israéliens. Et il y en a un qui a sorti une phrase incroyable, un juif, qui a dit « Les sionistes sont des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils revendiquent une terre que Dieu leur aurait laissée. » Et je trouve que c'est fou d'arriver dans un endroit et dire « Dieu m'a donné cette terre ». Le plus fou là-dedans, je l'ai déjà dit, c'est d'un côté, on a des gens qui croient en un Dieu, et les autres qui croient en un autre Dieu, et ils prennent leurs ordres de ces dieux-là. Et autant avant, j'étais assez optimiste sur le conflit israélo-palestinien, parce qu'on parlait d'une guerre de territoire, de géopolitique. Oui. Là, c'est pour ça que je pense que ça va durer longtemps. Je vois des gens qui sont totalement possédés, avec la même, j'allais dire, la même couardise que celui qui a fait ce qu'il a fait devant la Tour Eiffel. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont plus sur Terre. Ils peuvent se permettre à peu près tout ce qu'ils veulent. Et vraiment, quand je vois certains ministres israéliens dire des propos qui, vraiment, si j'étais palestinien... Mais cauchemardesque. Oui, c'est des animaux, des rats. J'ai lu des rats, des souris. En fait, ce que j'explique aux gens, ce que j'arrête pas d'essayer d'expliquer, c'est très difficile pour les gens de comprendre, c'est que c'est pas religieux. Ça va au-delà d'une question de religion, parce que c'est de la pure politique, c'est du fascisme en fait. Mais comme il y a toujours cet amalgame de si tu parles de ça, tu es antisémite, et si tu parles de ça, tu es anti-truc, et on arrive tellement à couvrir le truc qu'on n'arrive pas à parler du vrai sujet en fait. J'ai vu qu'aux États-Unis, ils essayent de passer, je prie le bon Dieu que ça passe pas, que si tu parles de sionisme, tu es antisémite. Non, ça c'est chez nous en France. Alors, en France, on l'a fait sans passer une loi, mais c'est exactement ce qu'on font les médias. La loi est en train de passer. Je dis juste ici, à tête de prévention, vous faites passer cette loi. Mais alors, je précise juste deux choses, merci. En Israël, cette loi n'existe pas. C'est-à-dire le pays où il y a du sionisme, même eux, ils se disent, t'as le droit d'être antisioniste. Il y a des rabbins qu'on voit à New York, notamment. Des journalistes, des rabbins, des professeurs à l'université à Tel Aviv. Le rédacteur en chef d'Aretz, pour rajouter. Et ensuite... Cette loi va avoir des conséquences encore plus graves parce que vous allez rendre illégale une opinion. Oui. Mais même si vous êtes en désaccord avec,
Tu vois, il y a quelqu'un hier qui m'a dit un truc, un ami à moi, juif, m'a dit, est-ce que tu reconnais l'État d'Israël? Je dis oui. Il me dit, donc tu es sioniste? Littéralement. C'est-à-dire à partir du moment où tu reconnais cette terre. Et c'est vrai que je parlais avec des gens qui ne reconnaissent même pas. D'ailleurs, c'est le cas des Palestiniens. Il y avait eu cette caméra, ce micro-trottoir, vous vous souvenez, qui avait choqué le monde, où des enfants de 8-9 ans leur disant la Palestine existe, oui, Israël n'existe pas. Et en fait, ce qui me choque, et pour conclure là-dessus, Sally, c'est de voir des enfants qui ont survécu des deux côtés et qui, en fait, pour le coup, vont être biberonnés à la hantise de l'autre. Et vraiment, je pensais que la France jouerait un rôle capital, même si le président de la République... Alors nous aussi, mais je peux te dire que moi j'ai fait 2 deuils. Le deuil de mon pays de naissance et le deuil de mon pays d'adoption. Parce que moi je ne comprends pas ce que fait la France. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas la position. On est censé être neutre. On n'est pas du tout neutre. On est Israël bis, en fait, au niveau des médias, au niveau des discours. Moi, j'ai eu peur de manifester au début de la guerre. C'est pas normal. On est le pays de la liberté, quand même. Moi, je suis venue ici pour ça, à la base. Donc, j'arrête pas de dire à mon mari, il y a une dissonance que je ne comprends pas. Laisse ton mari tranquille, mesquine. Il voulait vivre heureux. Merci à toi. Tu es magnifique. Je vous embrasse. Merci. Ce podcast était chargé en émotions. On va finir avec une chanson, mesdames et messieurs. C'est parti. Vous l'adorez? Les 30 Glorieuses. On vous en offre 2 fois plus. On zappe donc. Ah ouais, sur BFM, tu zappes donc. Oh non. DJ Chelou. Découvrez le chanteur Journa Gims avec son tube Changé. Une chanson qui raconte la lettre de démission d'un journaliste d'une chaîne d'infos en continu. Mon drahi, Les mon 30, avenir, les 30 ma glorieuses. vie, ordonne-moi ce flash info inexpressif, rempli de bassesse. À cause de toi, j'ai dû mentir ou me mettre dans la peau d'un autre. Des kilomètres entre le traitement et l'acte, ils se sont fait avoir les téléspectateurs. Mais laisse-moi partir ta télé. Des fois je donne des infos que je comprends pas. La nuit je peux même pas méditer, car c'est H24, mais maintenant je veux changer. Je veux changer. Bonsoir et bienvenue dans notre édition spéciale l'islamisme en banlieue. Une femme voilée aurait vendu de la drogue pour financer Daesh. Tes fantasmes, tes lubies, ton désir de guerre civile ont pris le dessus sur ma déontologie. Jusqu'à m'en détourner, l'intox détruit la vie d'autrui. Je ne peux dissocier le musulman de l'islamiste. Tant pis, je ne veux plus plaire aux racistes. Je préfère partir et pouvoir rester digne. Mais laisse-moi partir ta télé. Des fois je donne des infos que je comprends pas. La nuit je peux même pas méditer, car ça s'arrête jamais. Mais moi je vais changer. Je vais changer, changer. Journa Gims, quand une chanson aide à retrouver la raison. Les 30 et les 30 glorieuses. Je chiale ce podcast là. Romans-sur-Isère, la Palestine. Heureusement, il y a l'urbaniste là qui avait rien à dire. Merci, c'était incroyable. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Si vous aimez le podcast Les 30 Glorieuses, alors vous allez adorer Jam. Mesdames et messieurs, une radio arrive à partir du mois de janvier. Elle est née de Marseille et c'est très important de la financer. Au moins pour avoir ce contenu que vous avez aujourd'hui. Vous imaginez si on faisait ça toute la journée, le plaisir qu'on prendrait à fédérer les Français, non pas les séparer. La cagnotte Jam est toujours en ligne. Elle a été coupée pendant quelques heures, mais mon équipe formidable a réussi à la remettre en ligne. Nous sommes à plus de 15 000 euros. Vous êtes magnifiques. L'objectif étant 100 000 euros au 31 décembre. Beaucoup d'émotions. À demain. Merci, bisous. Les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.